Entendez bien. On est absolument ravis et chanceux de pouvoir débattre avec vous et devant vous de cette question importante du Made in France dans le cadre des GECO. Donc merci tout particulièrement aux GECO de leur invitation. Merci aux 4 panélistes de leur implication pendant ce début d'après-midi. La question du Made in France, elle a, je pense, gagné en ampleur dans le débat public, en gros au moment du Covid. C'est en tout cas comme ça que je date l'apparition de cette question, alors que dans les couloirs ministériels, on réfléchit activement au soutien à l'industrie française depuis environ 15 ans. Mais vraiment, en 2020, le problème a pris une dimension politique inédite, nouvelle. Et j'aurais tendance à vous proposer cette formulation de l'histoire qui s'est passée devant nous ou qui nous a tous concernés. C'est qu'avant le Covid, on passait dans les magasins de fringues, on regardait les étiquettes, on disait tiens, au Vietnam ils font aussi des t-shirts, mais inconsciemment on se disait on sait bien que l'industrie textile elle est née chez nous et qu'il suffirait qu'on veuille pour qu'on la récupère. On pourrait nous aussi faire des t-shirts, simplement, vous comprenez, nous c'est pas pareil, on fait des choses plus sophistiquées. Et le Covid est arrivé et avec lui un torrent d'angoisse. On a eu peur pour nos proches, on a perdu des proches. Bon, c'était vraiment un moment profond pour chacun d'entre nous. Et en plus, voilà qu'on nous dit « Ah mais alors attendez, on n'est pas sûr de pouvoir fabriquer des masques, on n'est pas sûr d'avoir du paracétamol. » Et là, d'un seul coup, sur la question du Made in France, il y a une bascule dans nos têtes. C'est-à-dire que c'est plus un loisir ou un arbitrage de notre part. On se dit, mais en fait, vous êtes en train de nous expliquer que peut-être on n'est même plus capable de fabriquer du Doliprane, enfin du paracétamol, ou de fabriquer des masques. Et alors là, l'angoisse, encore une fois, nous saisit, et d'où cette série de questions dont on n'est pas venu à bout encore aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire de fabriquer en France? C'est quoi le Made in France? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est une fausse bonne idée? Est-ce que c'est une chimère? Voilà en gros de quoi on va débattre aujourd'hui. Et pour ça, on a la chance d'avoir donc 4 orateurs qui vont croiser leurs points de vue, leurs expertises. Je les présente par ordre d'éloignement, si j'ose dire, sur cette table. Donc à ma droite immédiatement, il y a à gauche pour vous Vincent Vicard, adjoint au directeur du CEPI, qui est un centre de recherche spécialisé sur les questions de commerce international et qui dépend directement des services du Premier ministre. À sa droite, Marie Desjeux, chargée d'études à la Fabrique de l'Industrie, qui est un laboratoire d'idées consacré au développement de l'industrie et à ses perspectives. Puis Christophe Masson, qui est directeur général de la Cosmetic Valley, c'est-à-dire le syndicat qui regroupe et défend les intérêts de la filière française de la cosmétique. Et enfin, Damien Parisien, directeur général de Benta Lyon, une entreprise du secteur pharmaceutique qui est située pas loin d'ici. Voilà, j'espère ne pas avoir écorché vos présentations. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, et pour ça je me tourne vers toi Vincent. Est-ce que avant d'aborder le débat et notamment de se demander ensemble si le Made in France fait envie, si le Made in France est possible, est-ce que tu peux nous dresser, s'il te plaît, un premier panorama des performances du commerce international de la France? Où on en est, on parle souvent du déficit commercial. Quel est l'état de santé de notre économie sur ce plan? Bonjour à toutes et à tous, merci. Merci de m'avoir invité et de me donner la parole sur ce sujet. Peut-être pour faire un petit lien quand même entre la question de l'industrie dont il a été question en introduction et la question du commerce international et du déficit commercial. Pourquoi on parle du commerce international? Parce que l'industrie, c'est une activité qui est échangeable. Dans le commerce international, il y a essentiellement des biens. Et donc, quand on a un déficit commercial, ça veut dire qu'on a effectivement, toutes choses égales par ailleurs, moins d'industrie sur le sol national. Et c'est pour ça que la question, alors c'est un des indicateurs, mais en tout cas, le solde commercial, c'est un des indicateurs de la santé de l'industrie sur le territoire national. Ce n'est pas le seul, mais c'en est un des indicateurs. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de le regarder. Donc dans le cas de la France, on a une situation assez spécifique, et notamment spécifique dans l'Union européenne et dans la zone euro. La France a un déficit commercial sur le commerce de biens, un déficit relativement important. C'est 81 milliards d'euros pour être très précis
sur l'année 2024, ce qui représente quand même presque 3% du PIB. Donc c'est un déficit qui est important, qui a tendance à se résorber par rapport à il y a 2 ans, et notamment à 2022 où on était à moins 160 milliards parce qu'il y a eu la crise énergétique et donc des importations de gaz et d'hydrocarbures qui ont coûté beaucoup plus cher et qui ont pesé sur la balance commerciale. Mais c'est un solde qui est plutôt en recul quand on le compare à avant justement la crise du Covid, où on avait un solde qui était plutôt de 60 milliards. Donc voilà, une performance en tout cas qui ne reflète pas une dégradation du solde commercial de biens, qui ne reflète pas plutôt une amélioration du secteur de l'industrie. Donc ça, c'est la première chose, la première spécificité, sachant que la plupart des pays dans l'Union européenne sont plutôt en excédents commerciaux et donc ont plutôt beaucoup d'industries par rapport à leur consommation. Donc la France est assez spécifique de ce point de vue-là. Une deuxième spécificité de la France, c'est qu'elle a une structure commerciale qui est et donc une spécialisation qui est assez concentrée. Et en fait, on retrouve très peu de secteurs qui vont contribuer à l'amélioration du solde commercial. Et en fait, on en retrouve essentiellement 3. Qui ne vont pas vous surprendre. On retrouve l'aéronautique avec Airbus et toutes les industries autour d'Airbus, notamment à Toulouse, mais pas seulement. On retrouve la pharmacie, même s'il y a eu plutôt un tassement de l'excédent commercial sur la pharmacie, on retrouve encore la pharmacie en excédent commercial, notamment sur les médicaments et les vaccins, et un peu moins sur les matières premières, les principes actifs par exemple, sur lesquels on les importe plutôt, et c'est aussi une caractéristique de l'aéronautique. On importe moins qu'on exporte, mais on importe quand même beaucoup. Et puis on retrouve le luxe. Alors dans le luxe, il y a beaucoup de choses. Il y a effectivement l'habillement, le textile, il y a le cuir, il y a la cosmétique dont on reparlera, et puis il y a aussi les vins et spiritueux qui sont particulièrement importants pour la France. Donc ça, c'est vraiment les 3 grands secteurs, et c'est les 3 grands secteurs de spécialisation dans le commerce français et dans l'industrie française. Et puis il faut rajouter 2 autres secteurs récemment qui sont plutôt importants. C'est l'électricité, parce qu'on a une production électrique qui a redémarré depuis 2 ans, et donc qui constitue des exportations et donc des gains. La production d'EDF est exportée vers nos partenaires européens. Et puis le secteur de la défense. Alors on a moins de données, mais on sait que le secteur de la défense, c'est un secteur qui est assez exportateur aussi et qui est en excédent. On exporte notamment les Rafales, dont on entend parler, mais aussi d'autres types de biens dans le secteur de la défense. Donc ça, c'est vraiment les grands secteurs qui sont les forces de l'économie française. De l'autre côté, ça veut dire que tous les autres secteurs, c'est des secteurs en déficit sur lesquels on importe plus qu'on ne produit. Et donc, on a effectivement on importe plus qu'on exporte. Et donc, on a plutôt des secteurs qui sont moins dynamique. Et donc on retrouve là-dedans d'une part l'automobile, et je vais y revenir parce que c'est un secteur qui est assez illustratif, l'électronique grand public, les équipements mécaniques, le matériel électrique, électronique, l'informatique en particulier, dans lequel on a effectivement peu de production sur le sol national et beaucoup d'importations. Je veux juste revenir sur un secteur en particulier qui est l'automobile, qui est un secteur important quand on regarde la dynamique de ce déficit commercial en France et qui rejoint la dynamique de la désindustrialisation en France. Si on remonte un peu plus loin, on remonte au début des années 2000, l'automobile et le sol commercial français dans son ensemble étaient en excédent. Et on a eu une série de délocalisations, notamment par les grands acteurs, les grandes marques françaises qui ont délocalisé plus que les autres grandes marques de l'automobile, notamment en Allemagne, et qui ont délocalisé dans des pays proches, et donc ce qui a réduit les exportations et augmenté les importations parce qu'on continue à consommer des véhicules français. Et cette délocalisation, plutôt par les grandes multinationales françaises, qui ont pas mal contribué au creusement du déficit, elle s'est accompagnée aussi, quelques années plus tard, par la délocalisation aussi des équipementiers qui ont suivi leur grandeur d'ordre, et donc avec un tassement aussi de l'excédent du commerce sur les équipements automobiles. Et donc c'est important parce que ça illustre le rôle des firmes multinationales françaises et le rôle d'un grand secteur, et un grand secteur qui est au cœur d'une révolution technologique aujourd'hui, le passage aux véhicules électriques, qui est un secteur en difficulté en France, et c'est pas nouveau, c'est pas dû au passage aux véhicules électriques, ça recrée des enjeux pour l'industrie française dans l'automobile, mais on a déjà une situation où le secteur automobile, c'est 20 milliards d'euros de déficit aujourd'hui. Merci Vincent pour ce panorama, ce tableau de départ.
On va donc maintenant balayer 3 questions autour du Made in France. La première, c'est est-ce que c'est vraiment un label? Est-ce que l'étiquette Made in France donne envie d'acheter aux consommateurs du monde entier? Après, il y aura une deuxième question, c'est en sens inverse, est-ce qu'on doit avoir peur des pénuries? J'ai parlé tout à l'heure des masques et du paracétamol, il y a d'autres exemples de pénuries en produits industriels ou de grande consommation. Est-ce que, notamment, la relocalisation de la production, le Made in France doit être conçu comme une arme anti-pénurie? Et puis la troisième question qu'on verra à la fin, c'est comment on fait, comment on s'organise et à quel moment est-ce qu'on sort du champ uniquement du comportement de chaque agent économique et qu'on commence à construire des stratégies collectives. Donc premier point, le label Made in France. Je commence par une rapide histoire, pardon de raconter ma vie, mais moi quand j'étais gamin, tous les jours, absolument tous les jours, c'est pas une formule, il y avait un grand-père qui avait, enfin un artisan qui avait aucune étude en économie et aucune étude tout court, qui me disait les Français ne savent pas travailler, les Allemands ils savent travailler. Tous les jours à l'heure du chocolat chaud. Je peux vous dire que ça marque. Et ça veut dire que, donc évidemment, il avait vécu l'humiliation de la défaite en 40 et de l'occupation. Et donc, s'il est représentatif de quelque chose ou d'un fragment de la population, ça veut dire qu'il y a des générations entières de travailleurs français qui ont porté et entretenu cette idée de ce qu'on fait, c'est pas terrible en fait. Et encore aujourd'hui, on s'imagine que le consommateur chinois préfère acheter une voiture allemande. Bon. D'où cette première question. Ça veut dire quoi exactement le label Made in France? Et de quoi est-ce que c'est porteur? Alors Marie, je commence avec toi, puisque tu as étudié un secteur dont Vincent a déjà parlé, c'est le secteur du luxe. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le luxe Made in France se vend mieux que s'il n'était pas Made in France? Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, le luxe est principalement consommé à l'international et tire en fait son prestige du label Made in France. Parce que le label Made in France, il incarne 2 dimensions de la définition d'un bien de luxe. D'abord la dimension objective, par la qualité du travail, par la précision du geste. Pour être plus spécifique, quand par exemple un sac Hermès, ses coutures sont faites avec une technique qu'on appelle le point sellier, et ce point-là, ça nécessite d'avoir 2 aiguilles pour coudre 2 pans de cuir. Donc ça nécessite un travail de la main précis, long, des compétences qui sont mises en avant par les marques et qui sont transmises de génération en génération, parce que c'est en travaillant qu'on apprend à faire ce point sellier. Il y a un autre exemple, c'est le baudruchage des flacons chez Chanel, où c'est sceller le flacon avec une fine peau, et le point c'est de la cire, et elles apprennent ça, c'est souvent des femmes qui le font chez Chanel en tout cas, et c'est une cadence assez rythmée, et ça demande une certaine technique. Pour revenir sur Hermès, il faut 5 ans à un artisan pour être totalement autonome dans la fabrication d'un sac. Donc on voit que c'est du travail qui est long et qui est mis en avant. Et ce qui vient au deuxième point de la définition du luxe, c'est la subjectivité. En plus de la qualité, ils en font un bien de prestige qui entoure d'une certaine aura le bien et qui tire sa valeur à la hausse. Et cette subjectivité, elle est mise en récit par les marques pour valoriser le savoir-faire et pour donc justement le vendre à l'international. On peut prendre comme mise en récit, par exemple, la création d'un label qui s'appelle le label haute couture et qui a plein de règles pour pouvoir fixer et obtenir ce label haute couture. Il faut par exemple produire, en tout cas créer et faire créer ces créations dans les ateliers parisiens. Donc ça ancre des savoir-faire à un territoire précis et ça le met en récit où c'est à Paris qu'on peut faire de la haute couture. Donc le Made in France, c'est un argument de vente et ça fait aussi partie c'est un socle d'une identité commune pour les marques. Et ces marques-là, elles ont réussi à défendre et à promouvoir ce Made in France. On le constate notamment dans l'opinion internationale, une récente étude de 2021 faite par l'IFOP qui montre que la France est le pays qui incarne le mieux le luxe, après avoir mené cette enquête auprès de 3 pays différents, la Chine, les États-Unis et la France. C'est le pays qui arrive en premier. Et c'est notamment le résultat donc, d'une promotion de la part des marques pour valoriser ce savoir-faire.
on le constate aussi par... quand on consomme du Made in France et quand on consomme un bien de luxe, c'est pour reproduire quelque chose, c'est pour se mettre en scène. Un bien de luxe, c'est quand même un bien qui permet la distinction. Et ce qui incite les consommateurs à consommer des biens de luxe français, c'est de pouvoir reproduire un art de vivre. Et cet art de vivre, il est français et plus particulièrement parisien. Et on le constate notamment dans la mise en avant des produits dans la publicité. La pub La vie est belle de Lancôme, c'est Julia Roberts dans Paris. Ou alors, lors de la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris, c'était LVMH qui a habillé les intervenants, qui a mis en avant ses malles et donc son savoir-faire de maltier, son métier d'origine. Donc, à partir de ces différentes actions, on voit bien que le label Made in France, c'est ce qui incite à la consommation et c'est mis en avant par les marques et de façon assez cohérente entre elles pour promouvoir le savoir-faire français à l'international. Voilà, merci Marie. Christophe Masson, je me tourne vers toi pour poser à peu près la même question. Donc tu parles ici au nom du secteur français de la cosmétique, qui est un très proche voisin, un très proche cousin du secteur du luxe et qui même d'ailleurs s'y superpose en partie. J'imagine que vous êtes assez bien organisé, que vous avez des études de marché un peu plus fouillées même que des simples tableaux Excel. Est-ce que vous avez des preuves mathématiques, des chiffrages de la valeur du Made in France, ou est-ce que c'est plutôt un acte de foi ou un attachement patriotique? Et dans tous les cas, à quoi ça tient et comment est-ce que vous vous organisez? Merci Vincent, bonjour à toutes et tous. Effectivement, la cosmétique, c'est parfois du luxe, c'est dans tous les cas des produits de grande consommation utilisés par tout le monde, partout dans le monde. C'est un marché mondial de plus de 500 milliards qui est en forte croissance avec évidemment la population mondiale qui s'accroît. Pour nous, la cosmétique, c'est avant tout une industrie faite de plus de 85% de PME et d'ETI qui exportent toutes, qu'elles fassent des produits, des flacons, des bouchons, des étiquettes, des ingrédients, elles exportent toutes en France, plus de la moitié de leur production à l'international. Donc l'export est un levier formidable de développement de nos industries en France. Nos chiffres, quand on regarde que les produits, c'est l'année passée 22,5 milliards d'euros de produits exportés. Ça fait de la France le premier exportateur mondial de parfums et de cosmétiques. Et ça fait du secteur cosmétique le deuxième contributeur à la balance commerciale de notre pays, avec un excédent de plus de 17 milliards, donc deuxième contributeur après la filière aéronautique. Alors, quand on regarde ça, on se dit mais pourquoi ça marche tout ça? Il y a une étude là qu'on a faite avec le cabinet Asterès qui montrait que la valeur perçue du Made in France en cosmétique, c'était à peu près plus 30%. Donc on est parfois du luxe, mais dans tous les cas, même si on n'est pas du luxe, on est une valeur perçue plus importante. Et pourquoi? Sans doute par notre histoire, par notre culture, sans doute parce que les marques de luxe ont su insuffler, comme disait Marie, une image du savoir-faire français à travers le globe. Très certainement parce que le consommateur, à travers le globe, quand il achète français, il achète des produits sûrs, des produits performants, des produits innovants, des produits durables, et c'est inscrit vraiment au cœur de nos produits. Et puis plus généralement, quand on achète français, on achète des valeurs, une culture, un art de vivre, et c'est ce qui, on le pense, fait fonctionner notre secteur. Alors ce Made in France, il est pas acquis pour toujours, et donc on s'attelle à le défendre. Ça a été l'objet de la création de Cosmétique Vallée il y a plus de 30 ans maintenant, l'organisation qui réunit aujourd'hui la filière cosmétique française et qui accompagne son développement. Cette association, elle a été créée par une poignée d'entrepreneurs qui se sont dit il faut ensemble qu'on continue à affirmer ce Made in France et notre développement passera par notre capacité à exporter. Ils se sont fédérés en filière en associant les marques et les fournisseurs. Et ils se sont fédérés autour d'une marque puissante, Cosmétique Vallée. Bon, on voit bien l'analogie avec une organisation outre-Atlantique, mais une marque puissante qu'on a portée à l'international depuis 30 ans maintenant, pour exprimer le fait que le Made in France, c'est un écosystème, c'est un savoir-faire avec des ingénieurs, de la production, de la recherche, etc., etc. Donc, on défend ce Made in France. Pour défendre ce Made in France, on s'appuie sur un écosystème industriel, mais aussi on s'appuie sur des logiques de territoire. On est convaincu que ce rayonnement du Made in France, c'est finalement aussi le rayonnement de la diversité de nos régions. Dans le domaine cosmétique, on ne fait pas la même chose au Havre ou à Grasse. À Grasse, les plantes aromatiques. Au Havre, on exporte tous nos produits par le port du Havre pour le monde entier.
On ne fait pas la même chose en région centre, qui est une région très industrielle où on produit les parfums et cosmétiques, qu'en Guyane, où nous sommes au cœur de l'Amazonie et nous accédons à la biodiversité des Outre-mer. Bref, ce Made in France, finalement, c'est la richesse des régions et c'est quelque chose qu'on essaye d'exprimer le plus possible parce qu'on croit que c'est un gage de développement. Pour défendre ce Made in France aussi, on porte des projets très emblématiques. On organise chaque année depuis 10 ans maintenant le salon international de l'innovation cosmétique, Cosmétique 360, à Paris, tous les ans. C'est important pour nous parce que des salons commerciaux, le marché, en fait, il est aujourd'hui en Chine et à travers le globe. Donc les plus grands salons du monde sont organisés par des organisateurs internationaux sur des places qui sont hors de France. On a souhaité, quand on parle d'innovation, d'investissement, de recherche, que ça reste en France parce que ça fait partie de nos atouts et ça fera sans doute partie des atouts de demain pour rester compétitif. Donc ça, c'est un de nos projets emblématiques. Et puis l'autre, il arrivera en 2028. On ouvrira à Chartres, devant la cathédrale, la Maison de la Cosmétique, un lieu qui sera ouvert au grand public, à tous les publics, pour expliquer justement ce qu'est ce Made in France, ce savoir-faire français, et avoir une forme de dialogue avec le grand public sur ce qu'est cette excellence française. Un mot pour terminer, c'est sur ce Made in France, on sait bien le contexte actuel, des frontières qui se referment, une concurrence très dure face à notre savoir-faire industriel. Le facteur clé de succès de nos compétiteurs, il est très clair, c'est le soft power. On voit comment, par exemple, nos amis coréens ont su, en 10 ans, associer une politique industrielle, une politique de recherche, une politique publique, avec une politique culturelle et une politique d'influence. Vous avez tous vos jeunes enfants et petits-enfants qui sont dans les K-dramas, la K-pop, etc. Derrière, c'est des consommateurs qui achètent des produits coréens. Donc on a ce système de soft power qui est très puissant, sur lequel, évidemment, pour nous, pour l'avenir du Made in France, il faudra que très certainement à l'échelle nationale, à l'échelle européenne aussi, on se repose des questions sur notre capacité à avoir ce soft power qui est vecteur de développement économique du Made in France. Merci beaucoup. Donc, on progresse dans notre débat puisque je retiens que, oui, le Made in France fait vivre. Dans certains secteurs, c'est même fait vivre, mais fait vendre. Dans certains secteurs, ça peut donc être du plus 30%. Et on entend déjà qu'il y a une organisation humaine derrière ces grandes chaînes de valeur industrielles et une question du soft power sur laquelle peut-être on reviendra. Damien Parisien, je te pose à nouveau cette question du Made in France. En fait, je la pose, mais je sais déjà que tu as exprimé le fait que, y compris dans ton secteur, celui de la pharmacie, c'était une plus-value, c'était un avantage comparatif. Et je vais être tout à fait honnête, c'était pas évident pour moi. Autant sur le luxe ou la cosmétique, on peut avoir entendu dire que l'étiquette Paris sur un cadran de montre ou sur un flacon de parfum aide à vendre. Autant, surtout après des années où on s'est dit on n'est pas sûr de savoir fabriquer le paracétamol et on n'a pas été capable de sortir le vaccin Covid, le fait que la pharmaceutique Made in France soit considérée positivement à l'étranger, c'était pas quelque chose d'acquis. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, merci Vincent. Bonjour tout le monde. Effectivement, et je vais rejoindre Christophe un petit peu sur un certain nombre de points qu'il a évoqués. Comment est-ce que la pharmacie, le monde du médicament est vu à l'étranger ? Et alors, je vais me dire à l'étranger, c'est-à-dire en dehors de l'Europe, parce que nos gros compétiteurs sont principalement en Asie, principalement en Inde, qui est souvent appelée la pharmacie du monde, puisque un certain nombre de produits en viennent. Et puis maintenant, il y a de plus en plus la Chine qui suit de très très près. Tout d'abord, la première chose, la qualité de nos médicaments. C'est dans un médicament, qu'est-ce qu'on lui demande ? C'est d'être efficace et sûr. Donc, c'est 2 gages de qualité qui, de par notre réglementation française, européenne, permet d'avoir un haut niveau au niveau du médicament que l'on va sortir. La deuxième chose, c'est en termes de technologie. C'est vrai que tout à l'heure, Vincent en parlait sur l'export aussi, que la balance commerciale, c'est aussi par le vaccin, c'est par des médicaments qui sont aussi de haute technologie, contrairement à nous, ce que nous faisons, puisque nous, on est plutôt dans le médicament du quotidien, le générique que tout le monde a l'habitude un petit peu de voir en pharmacie lorsqu'il va chercher son ordonnance. Il y a cette vraie valorisation de technologie, de comment est-ce que l'on amène cette valeur ajoutée aux médicaments, et ça, c'est quelque chose qui fait vendre, c'est quelque chose qui est un gage de qualité. Donc quand on est en Afrique, dans certains pays d'Afrique ou du Moyen-Orient, et ben entre une boîte, si on prend l'exemple de paracétamol, de Bentalion par exemple, et une boîte
de paracétamol d'Inde, il va y avoir une plus-value de plus 30, voire plus 40% en fonction des pays. Non pas que derrière on fasse plus cher ou qu'on ne soit pas compétitif, mais c'est qu'à un moment donné, ce que l'on va sortir de notre usine en France ou de notre usine en Europe va vraiment être un gage de qualité. Il y a des personnes qui ont préféré acheter une boîte d'un médicament fabriqué en France plutôt que 2 boîtes de médicaments fabriqués en Inde. Donc c'est une vraie valeur ajoutée dans ce que l'on peut, dans ce que l'on peut vendre. Et en plus, au travers de l'ensemble des différents scandales qu'on a pu entendre sur les 12 à 18 mois, et un certain nombre de sociétés en Inde qui se sont fait épingler sur des problématiques de bioéquivalence, d'essais cliniques qui étaient non conformes ou non dans les règles de l'art en Europe, donc qui a fait qu'à un moment donné, on a eu aussi des ruptures sur le marché français, voire européen, sur des produits qui, on pouvait se poser des fois un peu la question en termes de qualité qui venait de ces pays-là. Merci beaucoup pour ces témoignages. Donc, ça commence à faire un grand nombre ou un certain nombre de preuves empiriques, de démonstrations empiriques que effectivement le Made in France n'est pas perdu et que ça fait sens de construire une stratégie économique appuyée en particulier ou notamment sur la production en France. On arrive maintenant à la deuxième grande question de l'après-midi, qui est, on renverse un petit peu la perspective, c'est celle des pénuries, ou pour employer le jargon des économistes, la sécurisation des chaînes de valeur. Donc, j'ai fait allusion tout à l'heure au fait que nous avons eu peur de manquer de paracétamol et de masques, mais la liste ne s'arrête pas là, tant s'en faut. Depuis 20 ans, le secteur automobile européen a connu, je crois que c'est 3 ou 4 crises successives d'approvisionnement en microprocesseurs, en semi-conducteurs. Vous avez probablement entendu parler, dans le mois qui vient de s'écouler, des velléités de la Chine de fermer le robinet en matière de terres rares, ce qui a mis le reste de la planète en émoi. Et on pourrait multiplier encore la liste. Sur un autre plan, les États-Unis sont capables d'un claquement de doigts de nous interdire, de nous bloquer la vente de missiles fabriqués en France à un pays client au simple fait que le microprocesseur qui est à l'intérieur a été produit par une entreprise américaine. Donc vous voyez qu'on a plusieurs signes de fragilité ou des peurs qui s'emparent de nous régulièrement sur ce risque de pénurie. Et donc la question que je veux vous poser maintenant, Madame, Messieurs, c'est de savoir si cette situation a empiré. Est-ce qu'on est plutôt plus fragile aujourd'hui qu'avant? Si oui, pourquoi? Et quelles sont les mesures que l'on peut imaginer ou qui ont pu être apportées à un problème qui, comme je viens de l'expliquer sommairement, a au moins 15 ans d'âge? Christophe Masson, je commence par toi. Dans la cosmétique, je crois que la France, enfin les entreprises situées en France, savent à peu près tout faire, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à l'expédition, en passant par la fabrication des emballages et des flaconnages. Ça veut dire beaucoup de métiers différents, beaucoup de compétences, peut-être un risque de dispersion. Je ne sais pas comment est-ce que vous vous y prenez et qu'est-ce que vous y gagnez? Oui, alors effectivement, alors déjà, c'est vrai qu'on a cette chance, l'industrie cosmétique française, elle a globalement gardé son tissu industriel en France. C'est 6300 établissements, 250 000 emplois, et effectivement, si vous voulez lancer une gamme de produits cosmétiques, vous pourrez tout faire depuis la France, à la fois le flacon, l'essence, le parfum, l'étiquette, etc., etc. Donc ça, c'est une chance. Alors, c'est une chance qui ne doit rien au hasard. On parlait tout à l'heure du Made in France. Évidemment, ces entreprises sont restées en France parce qu'elles exportent toutes. Je le disais tout à l'heure, on n'exporte pas que des produits. On exporte aussi des services, des ingrédients et autres. Et finalement, on exporte mieux quand c'est du Made in France. Un fournisseur d'équipements industriels me disait l'autre fois, je lui disais, mais comment est-ce que tu es concurrent face aux Italiens, à la qualité allemande ou aux Coréens qui sont très forts dans ce domaine-là? Il me dit, c'est simple, moi je dis que les plus grandes marques françaises font leurs produits cosmétiques avec mes machines, et donc c'est mes machines les meilleures. Voilà. Et donc cet effet d'entraînement de filière, il est important, il a permis de garder cet écosystème industriel en France. Alors c'est des formidables. Alors ça n'empêche pas que
on soit inquiet sur certains approvisionnements, parce qu'évidemment, on est dans un contexte mondialisé où un certain nombre de ressources ne peuvent pas être trouvées en France. Néanmoins, d'avoir gardé cet écosystème industriel, ça présente des atouts. Des atouts de sécurisation d'un certain nombre d'approvisionnements. Vous savez que la cosmétique est très axée aujourd'hui sur la naturalité et on voit beaucoup de développement ici en France, de coopération entre le monde agricole, le monde industriel pour utiliser des coproduits, des ressources agricoles en local et donc sécuriser l'approvisionnement. Cette idée de sécurisation, tu parlais Vincent en introduction du Covid, tu parlais des masques, mais il y a eu aussi l'épisode gel hydroalcoolique où s'est posé la question de notre capacité industrielle en France à fabriquer du gel et l'expédier vers les hôpitaux très rapidement. Finalement, on s'est aperçu que c'était la cosmétique qui avait répondu, dont c'est pas le métier premier, mais qui avait répondu très vite à cela, parce que très ancré dans les territoires et en capacité de mettre en œuvre à la fois la formulation de l'alcool et puis son emballage et sa distribution. Donc, des éléments de sécurité qui sont importants. Et puis, l'atout que ça représente, c'est pour affronter les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, des enjeux de climat, des enjeux RSE, d'impact social, etc. On sait bien que c'est en fédérant l'ensemble de la filière qu'on y arrivera. Et donc, c'est un formidable atout que d'avoir pu garder l'ensemble de ces maillons de la chaîne de valeur. Je crois que au-dessus de tout ça, si on veut rester compétitif, si on veut que le Made in France reste une référence, il faudra toujours que ce Made in France soit le plus innovant. Et là encore, on pense que c'est en fonctionnant dans ces logiques de filière, d'écosystème, où on réunit à la fois le monde universitaire, le monde des entreprises, l'amont et l'aval de filière, qu'on va réussir à innover en proximité, inventer des nouveaux concepts, des nouveaux produits. Et donc ça, c'est la force qu'on a, c'est la force des pôles de compétitivité. Une politique publique qui a été lancée il y a 20 ans, qui, vous le savez peut-être, est aujourd'hui remise en question. On ne sait pas trop ce qui va se passer dans le cadre des discussions budgétaires actuelles. Mais en tout cas, une remise en question qui nous pose question, vraiment, parce qu'on pense que ce fonctionnement en filière fonctionne, fait du développement, et que ce serait une très mauvaise idée, en tout cas, d'arrêter cette politique des pôles de compétitivité. Merci beaucoup. Marie, tu nous as parlé tout à l'heure du secteur du luxe, mais en réalité, récemment, tu as étudié deux secteurs, a priori assez différents, la défense et le luxe. Et pourquoi ces deux secteurs ? Tu m'as expliqué, parce qu'ils exportent. Et en cherchant les raisons de ces succès, de cette performance à l'export sur les marchés internationaux, tu es arrivé à une conclusion similaire dans les deux cas. Voilà deux secteurs très différents qui maîtrisent fortement, voire intégralement, leur chaîne de valeur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que tu peux détailler un peu ça ? Et dans quelle mesure est-ce que ça vient, selon toi, expliquer cette capacité des entreprises à exporter, alors qu'on sait bien, évidemment, que, comme disait mon grand-père, on ne sait pas travailler, puis en plus on est abruti de taxes, et que, bon, bref, on est nul en France, mais non, voilà. Oui, tout à fait. Le luxe et la défense, les deux modèles économiques en France, c'est un positionnement sur de la haute valeur ajoutée. Et quand on produit de la haute valeur ajoutée, il est important de maîtriser et protéger donc les compétences et savoir-faire. Et c'est une stratégie qui a été mise en place, en tout cas, mis en place par les deux secteurs. Et on voit bien des stratégies de sécurisation des chaînes de valeur afin de maintenir ces compétences et capacités productives sur le sol national, ou en tout cas au moins les maîtriser en interne au sein des industries. Pour les enjeux sous-jacents à cette sécurisation, elles ne répondent pas forcément à les mêmes logiques. Pour le luxe, c'est surtout des considérations économiques et réputationnelles. Donc, comme j'ai dit précédemment, le luxe se définit par deux dimensions, objective et subjective. Donc, c'est la qualité est très importante et liée au prix et au prestige du bien de luxe. Et c'est pourquoi il y a eu des stratégies pour sécuriser les différents maillons qui participent à produire ce bien, afin de s'assurer que le bien est de bonne qualité et réponde aux critères esthétiques et réputationnels des marques. Et cela permet aussi, en intégrant certains maillons, les marques ont pu cumuler des marges et donc faire davantage de profit. Donc il y a aussi cette considération économique. Pour un petit peu plus illustrer ce propos-là, je vais prendre l'exemple de Hermès et Louis Vuitton qui ont intégré au sein de leur portefeuille des tanneries. Les tanneries, donc, c'est ceux qui fabriquent le cuir, alors que la demande en maroquinerie a augmenté ces dernières années. La qualité du cuir, c'est un petit peu
baissé et il a fallu sécuriser ces approvisionnements, s'octroyer les meilleures pièces, c'est-à-dire une certaine épaisseur, avoir le moins de veines apparentes sur le cuir, donc le moins de cicatrices pour que le sac soit le plus beau possible. Et donc pour cela, ils ont intégré des tanneries. Et donc on a la tannerie des roues pour Louis Vuitton, mais la tannerie d'Annonay ou Dupuis pour Hermès. Et ça fait partie donc de leur portefeuille et ça leur permet aussi de cumuler les marges pour les marges de production. Et cette stratégie-là, elle s'étend même jusqu'à la distribution pour les marques de luxe qui ont étendu leur réseau de distribution en propre, et donc c'est-à-dire avoir des boutiques appartenant à leur portefeuille. Pour la défense, c'est un enjeu beaucoup plus stratégique. On va parler d'autonomie stratégique. C'est un nom qui a souvent été cité dans l'actualité, mais ça se définit comme garder la capacité industrielle et les compétences sur le sol national afin de répondre aux intérêts nationaux. Donc c'est une stratégie qui a été inscrite dans le livre-blanc en 1994, mais qui date en fait de la politique de De Gaulle depuis 1958, d'avoir une armée de premier rang pour être une puissance de premier plan. Et donc cette ambition d'avoir l'autonomie stratégique, donc c'est-à-dire d'être capable de se défendre en autonomie, elle se traduit par une recherche pour les acteurs de la défense de sécuriser leurs compétences et leur capacité industrielle. Donc l'État est intervenu puisque c'est l'État qui contrôle, enfin, qui régule en tout cas dans toute cette industrie de défense via la Direction Générale de l'Armement qu'on appelle DGA. Et l'État a notamment mis en place certains choix, que ce soit par la présence dans le capital des grands donneurs d'ordre. Donc, par exemple, Airbus, 10% d'Airbus appartient au capital étatique français, ou alors en mettant par exemple en place des conditions de stockage, notamment dans la nouvelle loi de programmation militaire 2024-2030. Il y a des conditions de stockage pour certains minerais, voire produits semi-finis, émis pour certains producteurs afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de rupture d'approvisionnement, puisque une rupture d'approvisionnement, ça veut dire moins d'équipement, ou en tout cas l'absence de production d'équipement nécessaire à la défense et donc à l'équipement des forces armées. Et ça, c'est un enjeu quand même stratégique pour la défense des intérêts nationaux de l'État français. Mais il n'y a pas seulement l'État qui est intervenu pour sécuriser les chaînes de valeur. Il y a également eu les donneurs d'ordre qu'on appelle souvent maîtres d'œuvre industriels. C'est Airbus, Thales, Safran, Naval Group, KNDS France. Et eux aussi ont veillé à la bonne santé de leur chaîne d'approvisionnement et ont aussi veillé à identifier et anticiper les goulets d'étranglement. Je vais reprendre un exemple assez parlant, c'est le rachat d'Aubert et Duval. Donc Aubert et Duval, c'est un métallurgiste qui se retrouve dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et a eu des difficultés, d'abord une crise qualité en 2018, puis ensuite des difficultés financières liées à la crise sanitaire qui a mis en arrêt la production aéronautique et a été mise en vente par son propriétaire Eramé. Donc c'est un minier qui est français et il a été mis en vente, et lors de cette mise en vente, Airbus, Safran et le fonds d'investissement Tikehau Capital ont décidé de racheter l'entreprise, et ça s'est fait aussi dans un contexte où il y a eu le déclenchement de la guerre en Ukraine en 2022. Et la guerre en Ukraine, c'est donc la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et la Russie, c'est le premier producteur de titane de qualité aéronautique. Et Aubert et Duval maîtrisent la production, enfin en tout cas le processus de traitement de titane de qualité aéronautique. Et donc c'est dans ce contexte-là, afin de sécuriser les savoir-faire clés sur le sol français et donc de soutenir les compétences et les capacités industrielles, que Airbus, Safran et le fonds d'investissement Tikehau ont décidé de racheter Aubert et Duval en 2023. Merci beaucoup Marie. Damien, au cours de l'hiver 2022-2023, les Français ont eu peur de manquer d'amoxicilline, qui est un antibiotique d'usage en général courant, qui sert notamment à protéger les plus jeunes d'entre nous. Ça paraît invraisemblable parce qu'on n'a pas le sentiment que ce soit un produit, encore une fois, de haute technologie. Et pour le coup, ce n'est pas comme les terres rares qui sont extraites au Congo et raffinées en Chine. Alors, comment est-ce qu'il faut comprendre cette question des pénuries de médicaments ? Comment surtout est-ce qu'on peut y mettre fin ? Et en particulier, c'est le sujet de notre débat cet après-midi, est-ce que la relocalisation de la production de médicaments est
une piste à creuser, un moyen réaliste de mettre fin à ces pénuries qui sont quand même angoissantes? Est-ce que vous le faites? Et je profite, parce que les questions sont déjà très nombreuses sur la tablette, je profite pour alourdir encore ma question d'une question dans la salle. Est-ce que la réglementation peut jouer un rôle favorable ou défavorable? C'est-à-dire que est-ce que l'excès de réglementation peut être une explication à notre difficulté à relocaliser la production, ou au contraire, est-ce que parfois il faudrait imaginer de nouvelles réglementations pour faciliter ces relocalisations? Lourde tâche, je vais essayer de répondre sans oublier une question. Déjà, moi ce que je pense, c'est que pendant 40 ans, je dirais, ou 50 ans même, en fait, les laboratoires en France, en tout cas, ont dit l'industrie, ça m'intéresse pas. L'industrie, c'est un peu sale, c'est pas valorisant, c'est moins bien que de la recherche, c'est moins bien que de l'innovation, etc. Et il y a eu beaucoup de désindustrialisation, des sous-traitants qui sont venus reprendre des usines, des délocalisations de production. Et je crois que 2020 a fait prendre conscience qu'à un moment donné, il nous fallait des médicaments en tout cas du quotidien. Tu l'as cité, Vincent, le paracétamol, l'amoxicilline, des antibiotiques, de la cardiologie, etc. Et qu'à un moment donné, il y avait un certain nombre de choses qu'il fallait qu'on ait. Est-ce qu'on est capable de tout réindustrialiser tout seul en France? Je ne pense pas. Par contre, qu'on puisse apporter une réponse à quelques problématiques de tension d'approvisionnement, quelques problématiques sur les marchés et pour les patients français, je pense que oui. En tout cas, c'est comme ça que nous, on le voit. On s'est dit, et on a commencé ça à mettre sur le marché, en tout cas nos premiers produits en 2024, après avoir été lauréat France 2030 en 2023, 2024. À partir de 2024, on a mis sur le marché un paracétamol comprimé sous notre marque, 500 mg, en se disant, voilà, on ne va pas être les numéros 1 sur le marché, mais en tout cas, ce que nous, on va faire, c'est qu'on va fabriquer quelque chose qui sera disponible, fabriqué dans notre usine, et qu'à un moment donné, s'il y a une baisse d'approvisionnement, une tension d'approvisionnement, on pourra être là. On n'est pas Sanofi, on n'est pas Biocar, on n'est pas tous ces gros laboratoires. On est là pour apporter quelque chose, une réponse. On y croit fortement. On a notre usine à Lyon, on fait une multitude de formes, des comprimés, des gélules, des sirops, demain de l'injectable. Et on est capable de fabriquer en France quelque chose qui soit économiquement viable. Et ça, je ne me fais pas des copains avec mes collègues quand je dis ça, parce que chez nous, tout est intégré. C'est-à-dire, hormis le principe actif et toutes les matières que nous achetons, et je reviendrai sur les principes actifs parce que j'ai souvent la question d'où ça vient, tout le reste est fait chez nous, jusqu'à la livraison à l'officine. C'est-à-dire que toute la valeur ajoutée, finalement, est interne. Donc c'est un business model qu'on retrouvait il y a 40, 50 ans à peu près dans certains laboratoires, et qu'aujourd'hui, on fait un peu marche arrière. BMH. Exactement. Voilà, dans le cas concret de la pharmacie. Et donc, aujourd'hui, c'est ça qu'on se dit, voilà, on est capable d'apporter ça. Je reviens juste sur les actifs avant que j'oublie. Nous, on a fait un choix, nos principes actifs, c'est 80% d'Europe, 20% ça vient de l'étranger, et une très faible proportion d'Asie. Majoritairement, ça vient des US. Ça, c'est comme ça que nous avons construit notre business model. Si on regarde d'abord ce qu'il y a en France, on regarde en Europe, et on essaye après d'aller regarder dehors, mais pas en Asie. Voilà. Ça, c'est un choix que nous avons fait, c'est un choix marketing aussi, parce qu'à un moment donné, quand on a toute la valeur ajoutée, encore une fois, à l'intérieur, on peut se poser les questions du business model. Sur la réglementation, si je reviens à la question, alors c'est un frein et en même temps c'est un avantage. C'est un avantage parce que ce que vous êtes certain qu'un médicament fabriqué en France, aujourd'hui, c'est un médicament qui est sûr. Surtout dans notre métier où on est sur des produits matures, génériques, ça veut dire que ça fait 20 à 30 ans que ça existe. Donc on a un très bon retour sur la molécule en elle-même. Par contre, fabriqué dans une usine française qui a une autorisation de fabrication française et qui a eu son dossier qu'on appelle autorisation de mise sur le marché, qui a été revu par l'Agence du médicament en France, on est certain du produit qui sort. Par contre, c'est sûr, notre frein,
c'est qu'on est un peu plus long que dans d'autres pays. Et ça, c'est, on va dire, notre inconvénient. Alors après, moi, je milite pour pas mal de choses, notamment lorsqu'on a des produits en rupture, dans des produits qui sont fabriqués en France, je pense qu'on pourrait réfléchir à des voies rapides, plus rapides que la réglementation. Il y a des fast-track qui existent. Des fois, quand on veut donner un permis de construire, on peut avoir des circuits courts. Moi, je préconise que pour baisser les tensions d'approvisionnement, baisser les ruptures sur le marché français, quand ça vient d'usines fabriquées en France ou en Europe, à un moment donné, il faut essayer d'avoir des choses un peu plus rapides et d'avoir ces biais-là. Et donc, je pense que si on a un peu d'audace, on est capable de pouvoir relocaliser beaucoup de choses dans notre pays. Ok, donc ça n'est pas plus de réglementation ou moins de réglementation, c'est une réglementation un peu autrement, ou en tout cas avec des tunnels qui sont parfois intelligemment aménagés. Tout aussi sûr, mais des fois peut-être un peu plus pragmatique et plus rapide. Prendre autant de temps pour des pays qui sont en dehors de l'Europe, j'en doute pas. Quand c'est un pays en Europe, voire en France, alors qu'on on est inspecté régulièrement par les autorités françaises, on pourrait peut-être se poser la question pour faire en sorte que quand on va à la pharmacie de garde, on ait son médicament, qu'on ne doit pas faire 50 km pour aller à la pharmacie d'à côté. Voilà. Et ça, on a un vrai accès aux soins. Ce n'est pas que d'avoir des médecins, c'est aussi d'avoir des médicaments parce qu'on a besoin de ça. Merci. Vincent, au CEPI, vous avez un radar qui est allumé en permanence sur les échanges de biens de toute nature et depuis tous les pays vers tous les pays. Vous disposez d'une base de données extrêmement complète qui sert en plus à alimenter des modèles qui vous permettent de savoir un petit peu d'où on vient et où on va. Quel est ton regard, toi, ton diagnostic sur ces pénuries d'approvisionnement? Encore, je repose ma question tout à l'heure. Est-ce que la situation est plutôt plus grave qu'avant ou est-ce que en fait, c'est un problème qui se répercute un petit peu à l'identique? Est-ce que la France et l'Union européenne réussissent à s'adapter? Et j'ai pour toi aussi une question en bonus. Merci encore de toutes les questions qui arrivent ici. Une question propre au secteur automobile auquel tu as fait allusion. Quelqu'un a écrit, et ça fait résonner aussi une musique en moi, il paraît que le secteur allemand de l'automobile s'était organisé différemment et que ce sont plutôt les sous-traitants qui ont été délocalisés avec les assembleurs restant sur le territoire. Est-ce que tu confirmes ? Je vais peut-être commencer par l'automobile, vu que je l'ai en tête. Oui, je confirme, effectivement, on a eu une organisation de la production du secteur automobile allemand très différente. Effectivement, en France, on a eu une délocalisation de l'assemblage et qui a été suivie par les fournisseurs, là où en Allemagne, on a maintenu l'assemblage en Allemagne. Avec l'image de marque que tu as évoquée tout à l'heure, du Made in Germany et du Deutsche Qualität, et donc qui était assez forte justement pour défendre la production industrielle en Allemagne, cette image de marque dans l'automobile, mais de manière plus large dans l'industrie. Et par contre, il y a eu des délocalisations effectivement de pièces détachées, notamment en Europe de l'Est, donc en République tchèque, en Pologne, en Hongrie, qui sont des pays qui sont très dépendants aujourd'hui de la chaîne de valeur automobile allemande. Et d'ailleurs, c'est un vrai sujet pour eux aujourd'hui avec les difficultés que connaissent les marques allemandes, notamment face à la concurrence asiatique, mais surtout avec le passage aux véhicules électriques. Donc il y a vraiment une différence de stratégie des multinationales dans le secteur automobile. Pour revenir aux questions des dépendances, est-ce qu'on est plus fragile aujourd'hui ? Oui et non, dans le sens où c'est un sujet nouveau. Oui, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, ce sujet des dépendances, il est devenu important, il est apparu dans le débat public en fait, et dans les politiques publiques aussi, à partir de la crise du Covid. C'est pas forcément, moi je dirais pas que les pénuries ont été liées aux délocalisations, enfin les pénuries de masques, les pénuries de semi-conducteurs qu'on a connues juste après la crise du Covid, elles sont surtout dues à l'explosion de la demande du jour au lendemain, et donc ça, c'est pas vraiment lié au fait qu'on n'avait pas de production sur le territoire national. Mais il n'empêche que ça a amené des questionnements autour de la mondialisation et autour des gains à la mondialisation. On voyait la mondialisation et les échanges comme une source de gains, et maintenant on la voit comme une source de dépendance et donc comme une source de vulnérabilité. Et ça a été renforcé par les événements récents. Depuis 2024, on a un certain nombre de crises internationales qui rendent le climat international plus conflictuel. On
dis souvent que la géopolitique l'emporte aujourd'hui dans un certain nombre de cas sur l'économie, ce qui était moins le cas depuis les années 90. Et donc, on a eu la guerre en Ukraine, et ben, l'utilisation, ce qu'on appelle voilà, de la coercition économique, l'utilisation des échanges de gaz par la Russie vis-à-vis de l'Union européenne dans le cadre du conflit et de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ben ça, c'est extrêmement coûteux quand on s'aperçoit, et là on s'est aperçu effectivement qu'il y avait une réelle dépendance, on s'aperçoit qu'on est dépendant d'un fournisseur unique qui peut utiliser ça dans un conflit politique. Et ça, on l'a revu effectivement dans le cas des terres rares avec la Chine, dans le cas des semi-conducteurs avec les États-Unis. Voilà, on a de plus en plus d'utilisation des liens économiques comme des outils politiques. Donc c'est pas tant que la structure des échanges a changé, c'est que la perception des risques a changé et effectivement, on est dans un monde plus conflictuel aujourd'hui et donc il y a eu un changement dans les politiques industrielles qui ont été mises en place et on a un réel changement de ce point de vue-là. Alors en Europe, on a quand même une spécificité, c'est qu'on est structurellement dépendant du reste du monde pour nos ressources naturelles. C'était vrai pour les hydrocarbures, ça sera vrai demain aussi pour tous les métaux critiques, les métaux de la transition écologique. Ils ne sont pas présents sur le sol européen. C'est très différent d'autres pays comme la Chine, qui a des terres rares par exemple, et un certain nombre de métaux critiques. C'est très différent des États-Unis qui ont aussi des hydrocarbures, qui ont aussi un certain nombre de métaux critiques sur leur sol. L'Union européenne a assez peu de métaux critiques sur son sol. Et donc il y a des politiques pour effectivement commencer à extraire du sol européen, mais ça sera forcément limité. Il y a des objectifs assez ambitieux. En France, par exemple, il y a un projet dans l'Allier d'extraire du lithium qui est utilisé dans les moteurs de véhicules électriques. Il y a des objectifs très ambitieux au niveau européen. Que l'extraction sur le sol européen en 2030, ce soit 10% des besoins en métaux critiques, que le raffinage sur le sol européen, ce soit 40% sur le sol européen, et le recyclage, qui est aussi un moyen de pallier à l'absence de métaux critiques et de ressources sur le sol. Le recyclage représenterait 25% de la demande finale. Donc c'est des politiques des objectifs qui sont extrêmement ambitieux. Bon, après, derrière, les politiques qui sont mises en place, elles en sont à leur début. On n'a pas encore beaucoup effectivement de politique. Je parlais du projet dans l'Allier. Il y a d'autres projets, par exemple en Suède, qui se mettent en place. Mais on en est au début. Et on en est au début aussi de l'identification de ces dépendances commerciales. Parce qu'on a un certain nombre de secteurs qui sont assez évidents. Par exemple, quand on parle de la défense, on parle d'autonomie stratégique, on parle de questions de sécurité nationale, c'est assez évident. Quand on parle du médicament, il y a des questions de santé publique. Donc, pour une partie du secteur des médicaments, et ça pose la question de quel type de production on veut sur le territoire national. Est-ce que, par exemple, on a besoin de production de médicaments génériques, de médicaments qui sont des médicaments plus avancés? Est-ce qu'on a plutôt besoin de l'amont de la chaîne? C'est toute une question qui est posée aujourd'hui et qui est difficile à résoudre. Je vous donne juste un exemple très récent. On a beaucoup parlé de pénurie de semi-conducteurs. On a beaucoup parlé des semi-conducteurs qui sont produits en Asie et notamment à Taïwan ou en Corée, les semi-conducteurs les plus avancés. Et on s'est beaucoup focalisé là-dessus. On s'est aperçu il y a un mois avec des sanctions chinoises contre une entreprise néerlandaise qui produit des semi-conducteurs pour l'industrie électrique et l'industrie automobile, mais qui sont des semi-conducteurs qui sont très loin des semi-conducteurs les plus technologiques. Eh bien, on s'est aperçu que la moitié de l'industrie automobile était en risque de se retrouver à l'arrêt du fait des restrictions à l'exportation sur ces produits qui sont des produits pas très technologiques, mais qui sont indispensables pour l'industrie automobile ou l'industrie électrique. Et donc c'est toute une question qui doit être traitée et qui est en train d'être traitée aujourd'hui, d'identifier quels sont ces secteurs dans lesquels on veut sécuriser ces approvisionnements parce que c'est coûteux. Il y a effectivement des exemples comme celui qui a été présenté tout à l'heure sur la pharmacie où ça peut être rentable économiquement, mais quand on parle de politique publique, de politique industrielle, eh bien, il faut se poser la question de où la politique industrielle va être la plus efficace et pourquoi on veut faire de la politique industrielle, pourquoi on veut mettre de l'argent pour sécuriser des approvisionnements. Et de ce point de vue-là, on ne va pas traiter de la même manière typiquement la défense et l'industrie du luxe, pour citer deux secteurs dont on a parlé. C'est coûteux de sécuriser des approvisionnements. On l'a fait par exemple pour les masques, on a mis des fonds publics pour recréer une filière de masques sur le territoire français. Eh bien, quelques années après, avec la baisse de la demande, eh bien, cette filière de masques a disparu parce qu'elle se retrouve en concurrence avec des concurrents, notamment en Asie, avec des coûts du travail beaucoup plus faibles. Et donc, dans ces cas-là, qui sont des cas spécifiques, mais ça veut dire qu'il faut, à long terme,
que la puissance publique, par exemple par la commande publique, mais éventuellement par d'autres moyens, mette plus d'argent pour sécuriser ces approvisionnements parce qu'on considère que c'est une question de politique publique et de produits qui sont critiques. Et c'est toute la question, quels produits sont critiques dans lesquels on veut faire une politique qui est coûteuse. Merci Vincent. Alors, j'ouvre un interlude avant de passer au troisième moment de la table ronde qui s'appelle Questions du public. Parce que ça me paraît être le bon moment, puisqu'on parlait justement de rupture d'approvisionnement, de glisser ici une question que je trouve compliquée, moi, mais ce n'est pas à moi d'y répondre, qui vient de la salle. La question, elle dit la chose suivante. Est-ce que ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que plus un pays, une économie donnée, maîtrise d'étapes sur la chaîne de valeur, et mieux c'est pour le pays en question, est-ce que le pays est plus fort économiquement? Et la question est double, est-ce que ça revient à construire un château de cartes? Autrement dit, s'il y a une étape au milieu qui s'en va, est-ce que tout le reste s'effondre? Alors, qui parmi vous se lance pour répondre? Allez, je peux tenter. C'est des questions de haut niveau. Hein. C'est complexe, enfin, je ne veux pas faire de langue de bois, c'est ni oui ni non, mais je crois qu'on est, à mon avis, plus fort. En tout cas, si on a un outil qu'on peut réactiver à chaque instant, je pense que c'est toujours mieux. Ça, c'est clair, parce que le temps, c'est un temps long dans l'industrie, hein, le temps de construire une usine, le temps de lancer des choses, etc. On l'a bien vu, période Covid, bon, il y a l'exemple des masques qui a été assez rapide, mais quand c'est mal fait, qu'on va trop vite et qu'on ne prend pas le temps, c'est une filière après qui ne tient pas. Elle ne tient pas aussi parce que je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas parlé ou pas suffisamment insisté, c'est que ça ne peut marcher, c'est que s'il y a une volonté collective. Au-delà de l'industrie, au-delà de l'État, c'est nous en tant que consommateurs, patients. Si on veut se dire qu'à un moment donné, on veut soutenir ça, bah c'est comme d'arrêter, si on veut notre commerçant de quartier, c'est d'arrêter Amazon, c'est d'aller chez son commerçant de quartier. Et ben en pharmacie, c'est la même chose, c'est-à-dire à prix équivalent, surtout dans notre métier à nous, en tout cas, c'est quelque chose de réglementé, bah, de privilégier quelque chose qui est fabriqué en local et de consommer en local. Parce que à la fois, c'est bon pour notre industrie, et donc du coup, qui va aller renforcer ce côté politique française et industrielle. Deux, c'est bon pour l'environnement, parce qu'on n'en a pas trop parlé aussi, hein, mais nous, dans notre métier, le médicament, un médicament qui est fabriqué en France ou un médicament qui est fabriqué en Asie, même procédé de fabrication identique, c'est 50% de décarbonation, ne serait-ce que de prendre un médicament fabriqué en France. Donc vous imaginez, vous prenez un paracétamol qui est fabriqué en Inde, vous prenez un paracétamol qui est fabriqué en France, déjà, première chose, c'est le même prix. En facial, vous ne verrez pas la différence, vous en tant que patient. Deuxième chose, c'est un médicament qui, à mon sens, aide à soutenir l'industrie Made in France. Et troisième chose, ça permet d'avoir un geste pour l'environnement. Et je pense que du coup, tout ce cercle vertueux peut, à mon sens, peut rendre un pays plus fort. Mais après, est-ce qu'il faut toutes les étapes? C'est encore autre chose. Christophe? Le même sens, oui. Donc nous, on est évidemment convaincus qu'on doit maîtriser la chaîne de valeur en France, parce qu'en fait, on défend le Made in France, à tel point que la stratégie qu'on a, c'est de regarder un petit peu les technologies de demain, les besoins qu'on pourra avoir demain, et dans nos stratégies de prospection d'investisseurs étrangers, d'implantation d'entreprises en France, on regarde ça en fait. On va chercher avec les pouvoirs publics finalement ce qui va nous manquer demain pour l'implanter en France et finalement consolider le Made in France. Donc en tout cas, c'est la politique de notre filière, c'est d'essayer d'avoir ces maillons de la chaîne de valeur et de considérer que si on en perdait un, ça nous coûterait beaucoup plus cher d'aller le chercher et de le ramener en France que les efforts qui sont faits actuellement simplement pour garder cet écosystème. Merci. Donc on passe au troisième volet de la table ronde, celui que j'ai appelé tout à l'heure les dynamiques collectives. L'économie, ce n'est pas juste des agents rationnels isolés, baignant dans une espèce de construction théorique. Ce sont des femmes et des hommes qui bâtissent ensemble des entreprises, des stratégies, des coalitions d'intérêts, qui partagent des projets et qui, de ce fait, réussissent à transformer les conditions cadres qui vont rendre une stratégie donnée de non rentable à rentable, par exemple, ou inversement. Donc, c'est de ça dont on parle maintenant, c'est comment est-ce que, en se mobilisant,
les différentes entreprises, avec l'appui des pouvoirs publics locaux ou nationaux ou européens, peuvent inverser la tendance et renforcer leur pouvoir de marché, c'est-à-dire le niveau de compétitivité de la production en France. Marie, tu as donc travaillé, je l'ai dit, sur la compétitivité de la défense. Dans le domaine de la défense, il y a beaucoup de monde, si j'ose dire. Il y a des grandes entreprises et des petites, comme tu l'as évoqué, mais il y a surtout les armées qui achètent et la DGA qui passe les commandes et les instructions. Ça paraît être une grande machine, lourde, complexe et lente. Et pourtant, toi, tu affirmes que cet écosystème a su faire la preuve de son efficacité, en particulier en période de crise. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, comment ? Est-ce que ça laisse entendre que le Made in France ne soit pas qu'une affaire de niveau de prix et de compétitivité de niveau de prix, mais bien que lorsque les filières s'organisent, elles gagnent en performance ? Merci pour la question. Alors oui, l'industrie de défense a su montrer sa compétitivité, en tout cas sa résilience lors des crises, et notamment la crise sanitaire, j'ai en tête. Et notamment, ce qui a été souligné par les acteurs de l'industrie de défense, mais même les acteurs extérieurs, c'est le jeu collectif au sein de l'industrie de défense qui a permis à la filière d'être résiliente. Pour être un peu plus spécifique, le tissu industriel de défense a été affecté par la crise sanitaire, comme à peu près toute l'industrie française, et notamment le milieu aéronautique. Et pour faire... Cependant, les enjeux de l'arrêt de la production pour l'industrie de défense, c'est une menace sérieuse pour la défense nationale, puisqu'un arrêt de la production, c'est possiblement une perte de compétences et de savoir-faire. Donc pour cela, la DGA a mis en place un plan pour anticiper les prises de commandes et maintenir un minimum de charge de travail dans l'industrie aéronautique, donc en accélérant les commandes d'hélicoptères ou d'avions. Mais il y a eu aussi une mobilisation de la part des syndicats professionnels, donc le GICAN pour le naval, le GICAT pour le terrestre et le GIFAS pour l'aéronautique et le spatial, qui tenaient des réunions de crise avec la DGA afin de favoriser les circuits de trésorerie, de veiller à l'ensemble du tissu productif, d'identifier quand il y avait un risque de perte ou un risque de fragilité, et des cas de coopération ont même été identifiés entre industriels. Par exemple, Naval Group a proposé un prêt de main-d'œuvre auprès de Airbus, c'est-à-dire d'embaucher temporairement les salariés de Airbus dans son travail, alors que c'est le milieu naval et que Airbus c'est de l'aéronautique, que ce soit techniciens, chercheurs, afin de faciliter ce mouvement d'arrêt de commandes dans l'aéronautique. Donc c'est des cas de coopération, et la coopération apparaît être une dynamique clé dans l'organisation de l'industrie de défense et donc dans sa résilience. On entend par coopération, c'est-à-dire une action collective dans un but commun. Cette action, elle est possible que lorsqu'il y a donc convergence des intérêts, qu'ils soient économiques, politiques ou même calendaires. Et cette possibilité de coopérer, elle se trouve d'abord par une habitude à interagir entre les acteurs. L'industrie défense, c'est une industrie plutôt modulaire dans son organisation productive, c'est-à-dire que c'est un ensemble de modules qu'on assemble pour faire un système de défense. Le sous-marin nucléaire lanceur d'engins, donc c'est un mot assez long, c'est SNLE, donc c'est les sous-marins qui lancent le missile balistique M51 qui fait partie de la dissuasion. Donc ces sous-marins-là sont fabriqués par Naval Group, sauf qu'il y a un ensemble de modules qui est intégré dans la réalisation de ce sous-marin, que ce soit des capteurs, des radars. Pour faire la coque, il faut différents matériaux, des écrous, etc. Mais même pour intégrer un missile balistique, il faut que ça rentre dans la coque, et donc pour cela, ça demande des interactions entre Ariane Group qui s'occupe de la réalisation de ce missile-là et Naval Group qui s'occupe donc de la réalisation du sous-marin. Donc cette habitude d'interagir entre eux est le résultat de complémentarité de compétences au sein de l'industrie de défense, et ça a été travaillé notamment par un ensemble d'acteurs,
au niveau national avec la DGA qui veille au bon fonctionnement de l'ensemble de l'industrie de défense, mais aussi au niveau des milieux, donc au niveau des filières, donc avec le GICAN, le GICAT et le GIFAS, et enfin au niveau territorial avec un ensemble de clusters qui maillent le territoire et qui facilitent la coordination et la coopération entre acteurs. Un élément frappant de cette capacité à interagir et à coopérer, c'est les réunions mensuelles qui ont lieu au sein du GIFAS, donc le groupement des industries aéronautiques, où chaque mois, les directeurs et présidents donc, de Airbus, Dassault, Safran, Thales se réunissent afin de préparer une stratégie de filière commune. Et ça, c'est quelque chose qui est assez caractéristique de l'industrie défense et donc aussi de l'industrie aéronautique et qui montre en fait une capacité à coopérer et à faire front en cas de crise. Ça n'empêche pas d'être des concurrents redoutables sur certains autres projets. Donc voilà, c'est savoir converger les intérêts quand il le faut. Alors, c'est une transition toute trouvée pour m'adresser à Christophe Masson, puisque tu expliques toi aussi que la coopération, pardon, et non pas la concurrence, la coopération est un des éléments de compétitivité du Made in France, et tu dis qu'avec Cosmetic Valley, vous avez imaginé, conçu, inventé le concept de consortium concurrent, ce qui paraît un peu une oxymore. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça signifie et comment, à l'image de ce que Marie vient d'expliquer dans le domaine de l'aéronautique et de la défense, comment est-ce qu'on peut être à la fois concurrent et partenaire ? Oui, gros sujet. Non, mais alors effectivement, donc bon, inutile de préciser que le contexte qu'on vit actuellement est compliqué pour un secteur qui crée de la richesse en France à travers sa capacité à exporter plus de la moitié de sa production. Donc il y a beaucoup d'enjeux qui arrivent devant notre industrie qui est faite, je le répète, d'une majorité de TPE-PME. Et puis on a un certain nombre d'enjeux de transformation de nos industries, transition écologique, transition digitale, etc. etc. Ce que l'on pense, c'est notre boussole depuis 30 ans, c'est que les solutions, elles sont dans le collectif, dans la capacité à mettre autour de la table l'ensemble des parties prenantes, les multinationales, les grands groupes, leurs fournisseurs, les PME, mais aussi le monde universitaire. Nous avons aujourd'hui dans notre réseau plus de 20 universités françaises qui travaillent en coopération avec le secteur cosmétique. Et cette coopération, on la décline sous différents axes, alors notamment sur l'innovation. C'est intéressant parce que quand on regarde 20 ans en arrière, l'innovation dans le domaine cosmétique était très internalisée dans les entreprises et on voyait très très peu de coopération finalement. Chaque entreprise arrivait à faire l'innovation par elle-même. Depuis 20 ans, on a vu naître des consortiums non concurrents, enfin des consortiums complémentaires, je dirais, entre des marques, des fournisseurs, des universités, des startups qui ont bossé ensemble. C'est plusieurs centaines de projets qui ont émergé pour faire de l'innovation collaborative. Mais effectivement, ce qu'on voit depuis la crise Covid, c'est qu'on va plus loin et qu'aujourd'hui, se mettent autour de la table, co-investissent des grands et des petits acteurs de la cosmétique qui sont en frontal sur les marchés, mais qui décident ensemble d'investir sur des sujets stratégiques d'innovation. C'est très très nouveau pour notre secteur, ça existe depuis plus longtemps, je pense, pour d'autres secteurs, mais c'est ce qu'on appelle les consortiums entre concurrents. Cette logique collective, on essaye de l'impulser à toutes les échelles, et je crois que c'est un élément important. Tout d'abord à l'échelle territoriale. Pour adresser un certain nombre de sujets. Un des grands sujets, vous savez, de l'industrie, c'est aussi le sujet de l'emploi, l'attractivité des métiers, etc. Et on travaille au cœur des territoires, en lien avec les pouvoirs publics, sur l'identification du bassin d'emploi, les métiers en tension à venir, et la mise en œuvre de formations et de solutions pour que les usines, les centres de production qui sont dans ces territoires puissent avoir les compétences demain, à l'horizon 5 ans, 10 ans, pour continuer la pérennité de l'engagement industriel. Donc ça, c'est un élément de travail qu'on ne peut traiter qu'au niveau territorial. On a ensuite des actions au niveau national, peut-être analogues de celles du GIFAS. En fait, nous avons mis en place un comité de filière en 2021 sous l'égide du ministère de l'économie, où nous avons du coup un organe de dialogue avec l'État sur la stratégie de filière à mettre en œuvre, sur les grands sujets qui peuvent être réglementaires, qui peuvent être ceux de l'emploi, qui peuvent être ceux de l'innovation, et bien d'autres encore. Donc une stratégie collective nationale. Ensuite, on a une stratégie évidemment européenne. Aujourd'hui, on ne peut pas travailler sans avoir une logique européenne forte. Et donc, à ce titre-là, nous avons organisé, j'allais dire l'Europe des régions. Enfin, on réunit toutes les régions autour de nous, toutes les régions
européennes qui ont choisi la cosmétique comme un domaine de spécialisation. Ça nous permet de créer des ponts entre ces régions et générer de l'innovation, des collaborations entre ces régions d'Europe. Et puis la dynamique collective, elle est évidemment internationale. Notre capacité à exporter, donc on va à l'international, donc on fait évidemment des opérations collectives à l'export. On était la semaine dernière à Dubaï, on sera prochainement à Shanghai. Bref, on emmène les PME pour qu'elles vendent ce Made in France. Mais aussi, et ça c'est intéressant, ce dont on s'est aperçu, c'est que nos pays concurrents ont créé des structures un petit peu analogues à Cosmetic Valley à travers le globe depuis 20 ans. Donc nous, des fois, on dit, tiens, ils nous ont copiés. On sait mieux de dire notre modèle a été essaimé. Et finalement, ces modèles de clusters, d'organisations qui se développent aujourd'hui à travers le globe, on les a réunis autour d'une association qu'on appelle un méta-cluster, pardon pour le jargon, donc une association des associations. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça nous permet de finalement, même si ce sont des compétiteurs, Corée du Sud, Chine et autres, d'avoir un dialogue avec eux et de ne pas ignorer nos concurrents, mais plutôt de travailler en bonne connaissance de cause. Donc voilà, donc notre logique, en tout cas, pour la filière cosmétique, qui est un secteur exportateur, c'est évidemment une logique d'ouverture, de dynamique collective, parce qu'on pense vraiment que c'est que comme ça qu'on pourra continuer à laisser la place de leader au Made in France. Merci beaucoup. Damien, Parisien, je me tourne vers toi. Ton entreprise du secteur pharmaceutique est située dans cette région qu'on appelle la vallée de la chimie. Donc un écosystème, ça n'est pas la Cosmetic Valley, c'en est un autre, mais ça fait partie de ces territoires en France ou en Europe où on retrouve plusieurs entreprises du même secteur ou de secteurs voisins situées vraiment au voisinage les unes des autres. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi est-ce que ça renforce la compétitivité du Made in France que de vous installer à proximité d'entreprises qui, à première vue, pourraient être considérées comme vos concurrentes, ou en tout cas concurrentes dans l'accès aux ressources et à la main-d'œuvre. Pourquoi est-ce qu'au final, vous y gagnez plus tôt? En 3 mots, c'est expertise, réactivité et du partenariat. Je crois que c'est ça qui peut caractériser cet écosystème et qui nous permet de pouvoir avancer vite. Expertise, pourquoi? Parce que forcément, quand on est une usine, il faut des experts de la tuyauterie, des soudeurs, il faut de l'expertise, il faut des personnes qui vous vendent des matières, des pièces détachées, etc. Donc tout ça, on va retrouver ça aux alentours. Réactivité, parce que du coup, c'est à proximité, on ne va pas chercher loin, on peut être très rapide dans nos opérations. Partenariat, parce qu'on peut avoir aussi des partenariats avec d'autres laboratoires qui sont situés dans la région, soit des laboratoires, parce que nous sommes sous-traitants aussi, donc on ouvre notre usine et notre capacité à d'autres laboratoires pour fabriquer chez nous. Donc on a des partenaires pour lesquels nous fabriquons qui sont dans cette vallée, mais c'est aussi d'autres partenaires avec qui on va aller travailler. Il y en a un qu'on a beaucoup entendu parler, c'est Seken sur du paracétamol, qui est en train de construire son usine dans la vallée de la chimie, pour lesquels on a un partenariat et on fait quelques opérations avec eux sur ce sujet. Et donc, du coup, ça nous permet d'être très forts, à la fois dans cette expertise, ces entreprises qui sont locales et qui nous permettent de nous développer, et donc, du coup, pouvoir fabriquer pour la France et pour l'export, et en même temps développer notre business, parce qu'il y a d'autres sociétés avec qui on peut échanger des bonnes pratiques ensemble. Et sans oublier, bien sûr, parce que je pense que dans notre écosystème, ce qui est important aussi, c'est aussi le politique. On est dans une métropole, c'est aussi notre mairie à Saint-Genis-Laval qui aussi soutiennent cette démarche, parce qu'on est aussi acteur local. Au-delà de fabriquer et d'exporter, on va aussi participer à des actions locales, Octobre Rose, Courir pour elle, un certain nombre d'éléments qui permettent aussi, nous, dans notre métier, en tout cas de laboratoire, d'aller essayer de redonner, on va dire, à l'écosystème ce que, entre guillemets, on prend par notre implémentation. Merci beaucoup. Vincent, je propose de te donner le mot de la fin avant d'en venir aux questions de la salle qui sont extrêmement nombreuses. On est donc en pleine guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, et à cette occasion, les règles du commerce international et même la stature de garant de l'Organisation mondiale du commerce, qui est à la fois
l'instance qui définit les règles et qui s'assure de ce qu'elles sont effectivement respectées. Sa stature est donc de plus en plus moquée, diminuée. J'étais en septembre à un congrès international où un participant indien a eu cette phrase assez crue. Il a dit l'OMC s'est carrément fait défenestrer. Quel regard est-ce que tu portes là-dessus? Est-ce que c'est pour toi un paramètre important dans l'évolution du commerce international? Comment est-ce que la France et l'Union européenne peuvent s'adapter, s'ajuster? Est-ce qu'elles y parviennent? Et j'ajoute une question qui vient du public. Est-ce que l'état politique de la France aujourd'hui, politique et budgétaire, est une fragilité de plus dans la conception d'une réponse à cette turbulence? Alors, vaste question. Donc, oui, de manière évidente, l'Organisation mondiale du commerce est fragilisée. Elle était déjà fragilisée avant l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Elle l'est encore plus depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, parce qu'une bonne partie des politiques qui ont été mises en place par Donald Trump, donc notamment l'augmentation des droits de douane, les accords commerciaux qui ont été négociés cet été avec différents pays qui sont asymétriques, qui discriminent entre les pays. Voilà, toutes ces mesures, elles vont directement à l'encontre des règles du commerce international et des règles de l'Organisation mondiale du commerce. Et par ailleurs, les partenaires qui ont signé ces accords, ils ont accepté d'entériner ces déviations par rapport au système commercial tel qu'on le connaissait depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment un système qui avait structuré le commerce international jusqu'à aujourd'hui. Donc on est effectivement dans un cadre où l'Organisation mondiale du commerce aujourd'hui est en retrait. Il y a des questions qui se posent sur est-ce qu'elle va pouvoir continuer à fonctionner. Il y a des questions qui se posent sur la pérennité des règles qui sont mises en place. Mais en fait, c'est juste une partie d'un problème plus large qui est quel est le nouveau régime de mondialisation dans lequel on est. On était déjà dans un régime qui commençait à changer avec un certain nombre de crises. On a évoqué la crise du Covid. Avant, on avait déjà eu la première présidence de Donald Trump. On avait eu le Brexit avant. On a eu la guerre en Ukraine, l'invasion de l'Ukraine. La deuxième présidence de Donald Trump, ça commence à faire beaucoup de crises et de crises qui concernent directement la structure et l'architecture du commerce international. Et donc la question qui est posée aujourd'hui, on n'est qu'un an après l'élection de Donald Trump, pas aujourd'hui exactement, et on est déjà en train de se poser la question de dans quel monde on est aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, l'Union européenne, c'est pas forcément la région du monde qui est la mieux armée pour évoluer aujourd'hui dans un monde qui est un monde plus conflictuel, plus géopolitique. Voilà, c'est pas complètement un pays, l'Union européenne, c'est un regroupement de pays. Ça n'a pas, comme la Chine ou les États-Unis, la capacité à avoir une prise de décision rapide, de pouvoir allouer des fonds de manière rapide sur un certain nombre de sujets. Et puis, c'est pas une région, un ensemble qui est habitué à gérer des questions de sécurité nationale, parce que c'est des sujets qui sont plus du ressort des États membres. Et donc, il y a une nécessité pour l'Union européenne de changer un certain nombre de choses, effectivement, de se repositionner par rapport à la mondialisation, sûrement de compter plus sur la demande intérieure. Et donc, il y a une question qui se pose de ce point de vue-là, comment renforcer la demande intérieure et compter moins sur l'exportation et plus sur la demande intérieure européenne. Il y a donc être moins dépendant du reste du monde, et ça nécessite aussi de transformer l'industrie. Et de ce point de vue-là, on a des problématiques qui sont un petit peu différentes au niveau de l'Union européenne, où on a plutôt trop d'industrie que pas assez, et au niveau français où c'est plutôt l'inverse, on est plutôt trop désindustrialisé. Donc il y a une problématique de transformation de l'industrie au niveau européen et de rééquilibrage entre pays membres. Et puis il y a une problématique de comment, et ça a été évoqué sur la coopération entre membres, comment on fait en sorte qu'on ait une politique industrielle qui soit coopérative au niveau européen, qui permette de faire émerger des écosystèmes, émerger des acteurs qui soient compétitifs au niveau international. Et pendant longtemps, on a plutôt eu de la concurrence entre acteurs européens sur le marché européen et qui ont empêché l'émergence d'acteurs au niveau mondial dans de nouveaux secteurs notamment. Et donc la question, c'est comment on crée ces synergies, ces synergies au niveau européen, ces coopérations au niveau européen entre écosystèmes industriels au niveau européen pour faire émerger des acteurs qui vont concurrencer les acteurs chinois,
les acteurs japonais, les acteurs américains. Et ça, c'est une des questions qui est fondamentale pour la politique industrielle. Juste un dernier élément qui me semble important, c'est la question de la défense, qui est un sujet industriel. On voit qu'aujourd'hui, les questions de commerce international, d'industrie, elles ne peuvent pas être complètement dissociées des questions de sécurité tout court. Et donc, il y a une nécessité aussi d'avoir une défense autonome pour avoir une capacité justement à parler d'une seule voix et à peser au niveau international aujourd'hui. Merci Vincent. Alors, vos questions sont extrêmement nombreuses et je m'excuse par avance auprès de vous. Il ne sera pas possible de les poser toutes. J'essaye de les regrouper sans les déformer. Il y a d'abord plusieurs questions qui mêlent ensemble le Made in France et la sobriété carbone ou la transition écologique ou énergétique. Est-ce qu'il vous paraît justifié économiquement et industriellement d'affirmer que plus on produit en France et plus on réduit l'empreinte carbone des produits en question? Est-ce que donc la production en France peut aller de pair avec une consommation raisonnable? Mais il y a également une question qui accompagne ça et qui est presque l'antithèse, c'est la production française n'est-elle pas spécialisée dans des secteurs qui reposent beaucoup sur l'économie d'avant, ou en tout cas qui sont particulièrement fragiles, automobile, aéronautique, etc., qui sont particulièrement fragiles dans l'hypothèse d'un monde durablement bas carbone? Qui souhaite répondre, s'il vous plaît? Vincent. Alors, je peux dire un mot sur la première dimension de la question. Donc, effectivement, par définition, produire en France, ça économise du transport, et le transport international, c'est émetteur de gaz à effet de serre. Donc, si on voit vraiment la question directement par le prisme des émissions liées au commerce international, ce qui est une réalité, il y a une diminution de ce point de vue-là. Mais je ne pense pas que ça résout complètement la question. Il me semble qu'il y a une question qui est plus large, qui est de poser la question de si on veut réindustrialiser, si on veut faire du Made in France et remplacer de la production lointaine, ça pose la question de qu'est-ce qu'on va produire sur le territoire national. Et je pense que quand on parle justement, quand on lit ça aux questions de sobriété, d'émissions carbone, il faut poser cette question, qu'est-ce qu'on va produire sur le territoire national? Et je prends l'exemple de l'automobile, qui est à mon sens un exemple assez intéressant. Si on veut reproduire sur le territoire national pour produire des SUV, et c'est un argument qui est des fois fait et qui a été fait assez longtemps, de dire il faut privilégier le haut de gamme, les véhicules qui sont plus faciles à rendre rentables sur le territoire français. C'est aussi des véhicules qui sont plus polluants. Et donc c'est une question qui doit aussi être posée, c'est quel type de véhicule dans le secteur automobile on veut produire sur le territoire français ou européen, rendre rentable sur le territoire français et européen, et donc des véhicules électriques sûrement, mais des véhicules électriques, aussi des petits véhicules électriques. Et ça demande de poser la question justement de quel type de production on a besoin. Et donc il n'y a pas que la question du Made in France, produire sur le territoire national ou produire à l'étranger, mais il y a la question de qu'est-ce qu'on produit sur le territoire national et comment ça participe, et c'est un petit peu lié à la seconde partie de la question, à des politiques de sobriété aussi. En tout cas, des plus petits véhicules qui sont moins polluants, et qui vont avoir une empreinte carbone moins importante, par exemple. Merci. J'ai une autre question à tiroir. On entend parfois dire que la production française serait plutôt spécialisée et parfois cantonnée ou piégée aux moyennes gammes, ce qui serait un handicap quand on cherche à exporter. Par ailleurs, on a évoqué des cas comme le luxe ou la défense dans un autre secteur où on va dire, le prix compte peu. Et du coup, on a parfois, ou la cosmétique, c'est pareil, on a parfois l'impression qu'on arrive encore à produire en France des éléments qui se distinguent hors prix, ou en tout cas, où l'acheteur ne rechigne pas à mettre cher dans un produit. Et précisément, lorsqu'on parle de biens de consommation, par exemple les textiles Made in France, il y a des marques qui ont cherché à se réimplanter en France.
Alors là, le consommateur se trouve face à un arbitrage douloureux parce que ça lui fait quand même un peu bizarre pour des habits de tous les jours de mettre 2 ou 3 fois le prix de ce qu'il avait l'habitude de mettre dans des habits usuels. Donc, encore une fois, cette question, elle est à plusieurs facettes. Est-ce qu'il est vrai, premier point, que la production française serait plutôt moyenne gamme? Et est-ce qu'il est vrai, c'est antithétique, qu'on ne peut produire en France que des biens pour lesquels le prix ne soit pas un critère premier à l'achat? Moi, je dirais non. Je dirais non parce que Alors, la question était contradictoire. Donc, c'est non à la première ou à la deuxième moitié de la question? Alors, on est capable de... En tout cas, nous, Générique, et ce que nous montrons, on est capable de fabriquer des produits à bas coût en France. Évidemment, on peut fabriquer à forte valeur ajoutée, mais des prix à bas coût en France, on est capable. On a un exemple, nous, concret, du quotidien en permanence. Je reviens à mon paracétamol comprimé. Nous fabriquons du paracétamol comprimé, donc vous connaissez tous le prix à la boîte en pharmacie et combien ça coûte. Aujourd'hui, on en fabrique, on envoie au Moyen-Orient et en Afrique francophone. C'est un exemple concret de que nous pouvons être compétitifs. Après, c'est une question de business model. Je ne refais pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous, on est complètement intégrés. Donc, c'est aussi ça qu'il faut regarder. C'est comment est la structure de l'entreprise, comment est son business model pour réussir à le faire. Et moi, je pense que nous pouvons faire beaucoup de choses en France. C'est une question de volonté de structure. Oui. Oui, pour compléter et témoigner du point de vue cosmétique, les produits cosmétiques, effectivement, on dit c'est parfois des produits de luxe, c'est aussi des produits de grande consommation. Donc vous avez des cosmétiques à tout prix, enfin à tous les niveaux de prix, pardon. Donc on est capable de produire en France des produits d'hygiène, de toilette, etc., qui sont des produits très accessibles, bas coût, qui sont globalement très peu exportés. Ces produits-là sont produits en local dans les pays de consommation. Et par contre, ce qu'on exporte, c'est effectivement des produits avec de la valeur ajoutée. Et là, on parle du maquillage, du parfum et des produits de soins. Donc il y a les deux en fait en France. Il y a ce savoir-faire, produits de grande consommation et produits plus premium, voire luxe. Du coup, je rebondis parce que je me nourris toujours du flot ininterrompu de questions qui arrivent là. Il y a beaucoup de questions qui portent sur le consentement du consommateur et son niveau d'information d'ailleurs au moment d'acheter Made in France. On ne sait pas toujours, lorsqu'on achète un produit dans la vie de tous les jours, s'il a été fait un peu ou beaucoup en France. Et précisément, est-ce que pour vous, cette question elle est secondaire parce que vos clients sont d'abord étrangers et donc la question du consentement du consommateur français à acheter Made in France n'est pas pour vous un paramètre essentiel? Ou est-ce que le marché français est suffisamment important dans votre portefeuille pour que l'état d'esprit du marché français et du consommateur français soit un paramètre important dans votre stratégie? Je ne suis pas sûr d'avoir saisi du coup, parce que nous... La question c'est que représente la France dans votre portefeuille client? Donc, oui. Et de ce fait, est-ce qu'il est important ou secondaire que le client français soit, comment je dirais, davantage motivé qu'aujourd'hui à acheter Made in France? Globalement, le client français achète Made in France quand il achète cosmétique, puisqu'on a une puissance de frappe incroyable. Et aujourd'hui, même si on voit arriver des produits coréens ou autres, ça reste minoritaire. Donc, pour le coup, quand on vit en France, on achète globalement français quand on achète cosmétique. Et puis, par rapport à l'international, nous, on affiche fièrement ce Made in France, puisque, comme je disais, c'est un levier de vente et de business. Et plus de la moitié, encore une fois, ça c'est important, plus de la moitié de nos produits sont fabriqués en France et exportés. Et donc c'est là qu'il y a notre relais de croissance. Je ne l'ai pas dit, la cosmétique c'est assez incroyable. Je reprenais les chiffres avant la table ronde. Le volume d'exportation a doublé en 10 ans. On exportait 11 milliards il y a 10 ans, on exporte 22 aujourd'hui. C'est quand même assez incroyable. Peut-être une dernière question. Non, pardon. Oui, vas-y. Non, par rapport à ça, nous, comme on est sur du générique, donc on n'a pas le droit de faire publicité, la meilleure façon de savoir, c'est que le patient dise où est-ce que c'est fabriqué pour qu'il puisse avoir l'information. Parce qu'effectivement, on ne peut pas faire publicité et on ne peut pas mettre un drapeau français sur une boîte de médicaments. Entendu. Merci. Je vous livre une dernière question. Est-ce que dans vos activités respectives, dans celles dont vous avez connaissance, l'IA et ajouter ou pas à l'informatique quantique vous paraissent être des disrupteurs, comme on dit, de nature à déplacer de façon massive des étapes de production dans les chaînes de valeur, ou est-ce que vous avez d'autres soucis pour l'instant?
un mot, non mais l'IA elle est arrivée dans notre secteur de manière forte, beaucoup d'accélération notamment du e-commerce suite au Covid, enfin avant le Covid on se disait tiens même en France on n'aura jamais de e-commerce, il faut aller voir sa conseillère etc. C'est arrivé en masse, c'est revenu sur toute la filière industrielle, aujourd'hui l'intelligence artificielle ou toutes les nouvelles technologies sont arrivées dans l'ensemble de nos entreprises, qu'elles soient PME ou grands groupes, dans l'ensemble des métiers. Pour moi c'est pas de nature à changer l'ossature de notre industrie. Par contre, on voit aujourd'hui des grandes transformations, des grands investissements dans les process de développement, dans les process de production et dans la manière dont on vend les produits. Donc on est en mutation, mais ce n'est pas de nature à changer la nature de notre implantation en France. C'est parfaitement clair. Est-ce qu'il y a des compléments de réponse ou on s'achemine vers la conclusion? Merci beaucoup à toutes et tous de vos témoignages, vos questions. C'était important qu'on puisse échanger avec vous et encore une fois alimenté par vos questions, même si je m'excuse à nouveau de ne pas avoir pu les poser toutes. C'était important qu'on puisse débattre de ce sujet qu'on voit réapparaître fréquemment dans le débat public et en particulier aux infos. Je vous souhaite une belle après-midi. Merci encore au GECO et merci à vous.